Donc, bienvenue à tous. Au nom du président Éric Carpano, je suis très heureux et honoré d'accueillir dans nos murs à l'Université Jean Moulin Lyon 3 Madame Antonescu pour le prix qu'elle a reçu pour son roman Inflorescence, donc prix littéraire des jeunes Européens pour la catégorie auteur européen d'expression francophone. Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir parmi nous et puis nous allons nous faire mousser un petit peu à cette occasion, puisque c'est l'Institut international pour la francophonie qui avait proposé, parmi d'autres, votre livre dans la sélection de l'an passé. Donc nous sommes d'autant plus fiers de vous accueillir. Je tiens à accueillir aussi, avec mes remerciements, Madame la consul qui est là-bas, et Monsieur le consul que je n'ai pas vu, mais qui n'est pas arrivé, mais voilà, je le remercie par anticipation. Il y a un autre événement en ce moment à la Faculté des langues. Et donc, Madame Antonescu a profité de cette soirée pour visiter non pas seulement notre campus des Quais, mais aussi le campus de la manufacture des tabacs. Voilà, donc je suis désolée pour le retard, mais j'étais dans l'autre campus à attendre. Voilà, c'est pour ça. Aucun souci, donc je vais faire très très bref. Donc c'est un moment d'échange et de partage autour de ce beau roman. Simplement, je vais vous rappeler qu'à 19h, pour continuer les festivités, nous vous invitons à un pot qui se trouve au premier étage, dans la salle Boris Stark. Donc, il faut repasser par le hall et monter. Vous serez guidés pour ne pas vous perdre. Et nous comptons sur vous, à la fois pour votre participation pendant ce moment d'échange et, bien sûr, pour continuer les discussions autour d'un verre de l'amitié. Merci pour votre présence à toutes et à tous. Et je cède la parole à la présidente du prix. Merci beaucoup, merci pour cet accueil dans ces locaux pour le moins très historiques et marquants d'une histoire littéraire et d'une histoire centrée sur internationale. Alors, je suis absolument la présidente de cette année, accompagnée par Olivier Geneviève, sur qui je ne suis rien en réalité. Et tous les bénévoles, encore merci beaucoup. Je sais très bref et je vous servirai le micro lorsque vous aurez des questions. Ne poussez pas, Est-ce que c'est mieux ? C'est mieux. Pardon. J'espère que vous m'avez entendu pour le début de ce petit discours improvisé. Je vous remercie et puis je serai là pour vous lorsque vous aurez des questions. Merci. Encore une fois, je tiens enfin à féliciter Madame Raluca Antonescu pour son œuvre et pour toute cette cérémonie, Madame Simona Lisa et toutes les personnes présentes. Excusez-moi, je vous vois tous. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Simona Gișa, je représente le jury de Roumanie, de l'université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca, en Roumanie, dans la région de Transylvanie. J'ai l'honneur d'être accompagnée aujourd'hui par la gagnante de nos âmes en tant que lecteur, Raluca Antonescu, par Aurore Nicolas d'Allemagne, qui elle aussi dirige des activités très dures autour de la lecture de ces 3 livres. Et il y a la traductrice en roumain de Raluca Antonescu, Madame Florica Codior. Alors, je vous propose pour aujourd'hui de commencer avec une brève présentation de Raluca Antonescu, ce qu'on trouve sur le net, et puis de lui poser les questions pour qu'elle nous réponde à ce qui ne se trouve pas sur l'Internet. Voilà. Je vous invite à réfléchir à d'autres questions, donc il y aura un dialogue avec la salle. Et parce que cette activité, c'était à l'origine un atelier d'écriture, on va demander à Raluca Antonescu de nous préparer une petite chose à écrire et de nous aider à voir comment cela se réalise, nous parler de son expérience en tant qu'écrivaine. Voilà. Et ensuite, qui voudra bien lire cela à haute voix, ce serait parfait. Bon, donc, avec Aurore, on participe à ce jury depuis plusieurs années, mais il faut dire qu'il y a également le jury du Maroc et de la Pologne. Donc, on est très contente d'avoir d'autres correspondants qui aiment à peu près les mêmes livres que nous, d'où, disons, le choix final pour Inflorescence cette année. Alors,
Raluca Antonescu, vous avez lu hier un texte très sensible. Lors de la remise des prix, vous nous avez dit que vous êtes né en Roumanie, à Bucarest. Donc, nous, on a été très heureux l'année passée quand on a vu le nom et on a dit, voilà, c'est un Roumain. Vous avez une existence et une identité toujours problématique, comme vous avez dit hier. Vous êtes né à Bucarest et à 4 ans, vous avez quitté la Roumanie. C'était encore sous le régime de Nicolae Ceausescu, un régime totalitaire. Alors, moi, en tant que Roumaine, je me pose immédiatement la question, comment vous avez pu sortir de Roumanie? Mes parents ont fui tout seuls, sans nous, sans les enfants, parce que c'était la seule possibilité. Donc, ils sont partis en disant, et en nous disant à nous aussi, les enfants qui partaient pour 2 semaines, parce que mon père est ingénieur, il a eu la possibilité de sortir du pays. Donc évidemment sans les enfants, parce que voilà, c'était clair que si voilà, il y avait le risque de fuite. Et du coup, nous, on est restés pendant presque 2 ans chez mes grands-parents, jusqu'à ce que mes parents puissent nous récupérer. Et c'est à ce moment-là, finalement, qu'on a perdu nos nationalités, puisque c'était une forme de punition de nous... Voilà, et c'était la condition qui nous laisse rejoindre nos parents en disant, voilà, on vous laisse partir, mais on vous enlève vos nationalités parce que vous n'êtes plus en droit, en fait, de les avoir, vous avez fui. Voilà, donc c'était ça le côté un peu rocambolesque. Et finalement, au début, on était en Suisse alémanique d'abord, et ensuite en Suisse romande. Et voilà, c'est pour ça les 3 langues. Donc d'abord, j'ai parlé roumain, ensuite suisse-allemand et français, ma 3e langue. Oui, c'est Voilà. une aventure. C'est une aventure. En même temps, c'est Il y en a eu très beaucoup angoissant. comme ça. Oui, oui. Et alors, comment cela se retrouve à votre avis, cette triple identité en fin de compte, ces triples langues que vous maîtrisez en fin de compte, comment cela se retrouve dans vos livres? Est-ce que vous avez voulu faire passer quelque chose de cette expérience première de votre enfance, de votre adolescence dans l'écriture? Alors, je maîtrise pas ces langues du tout, malheureusement. Les langues, c'est assez particulier. C'est, comme je disais hier, et c'est vrai, je parle roumain, mais comme un enfant, dans le sens que je comprends beaucoup mieux que je parle. Donc je comprends bien, mais j'arrive pas à tenir une conversation très élaborée, très longtemps en tout cas. Je fais pas illusion longtemps. Je sais pas lire ni écrire en roumain. Et du coup, et c'est vrai que je me suis toujours questionnée pourquoi je me pousse pas voilà, c'est toujours dans le projet à un moment donné mais voilà, les langues c'est compliqué, comme des parties de ma vie. Le suisse allemand, c'est aussi, comme je l'ai plus pratiqué, j'arriverai pas à ressortir comme ça. Une langue, c'est comme un... Alors, par contre, voilà, elle reste à l'intérieur, mais c'est quelque chose qui se pratique pour que ça marche. Donc, si je l'utilise pas, si voilà, elle va pas sortir comme ça. Donc, finalement, c'est vraiment le français, dans la langue dans laquelle j'ai étudié. J'ai fait voilà, mes études, qui est ma langue d'expression. Maintenant, comment ces langues... Je pense que peut-être que le désir... plus que d'écrire, le désir de créer, parce que moi j'ai vraiment commencé par, j'ai fait des très longues études artistiques et j'ai fait pas mal de choses. Et je suis venue à l'écriture finalement par un détour, parce que je voulais faire un film et j'ai beaucoup fait, voilà, j'ai beaucoup tourné. Moi j'étais dans la vidéo, j'étais dans l'image, j'ai fait de la photo. Et au départ, mon premier livre, j'avais l'idée et je voulais faire un film. Et finalement, voilà, j'ai commencé des études d'écriture de scénario, puis ça marchait pas. Et du coup, je me suis dit, ça doit être écrit. Mais c'était pas une évidence pour moi de me lancer dans l'écriture, parce que justement, le français, c'était malgré tout la 3e langue. Et que, voilà, que j'avais pas une maîtrise de la dissertation non plus qui était très très bien. J'ai pas une pensée du tout linéaire, donc c'était pas forcément quelque chose qui avait été valorisé dans mes études. Voilà, l'écriture. Donc il fallait s'emparer de ça. Mais je pense que voilà, ces trois langues, elles sont là, elles habitent là, et c'est vrai que ce début de ma vie est un peu étrange. 20 ans aussi, je suis restée 20 ans apatride, ça veut dire que 20 ans, j'avais aucun pays qui, voilà, on avait un statut de réfugié politique, et du coup, voilà,
la construction de l'identité en tant qu'enfant et ensuite jeune adulte, ben, elle s'est faite sur un peu rien, puisqu'on n'a pas d'identité. Donc, comment Et on vous fait bien comprendre quand vous êtes apatride que vous n'êtes rien. Donc ça, c'est voilà, d'être sans papier, je pense c'est vraiment quelque chose d'extrêmement violent, parce que vous êtes vraiment vulnérable, il n'y a vraiment pas de protection. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Mais donc je pense que tout ça nourrit mon univers imaginaire, nourrit en fait un besoin aussi de dire des choses. Et c'est vrai que comme la création a été pour moi vraiment ce qui m'a permis d'exprimer les choses que je ne pouvais pas exprimer quand je ne pouvais pas parler la langue, ou que j'étais dans un statut où j'avais pas de place. Voilà, parce qu'en tant que réfugié, finalement, notre place, elle est moindre que la place de quelqu'un. Voilà. Donc, je pense que tous ces éléments font que la création, et puis bon, au final, l'écriture qui en ce moment me convient vraiment le mieux, voilà, et sont des voies détournées pour exprimer les choses que je n'ai pas la possibilité de faire autrement. Maintenant, mon statut a changé. Voilà, j'ai une nationalité, voilà, j'ai un boulot. Enfin, c'est plus le cas, mais c'est vrai que je pense que ce début a poussé à ça. C'est un peu long, mais... Oui, donc on est arrivé à l'écriture. Vous avez publié 3 romans. En 2014, Sol. En 2017, L'inondation. Et en 2021, Inflorescence. Et vous avez travaillé avec les éditions La Baconnière. Cela a été difficile de trouver une maison d'édition. Comment travaillez-vous avec vos éditeurs? Alors, oui, alors au départ, c'était pas facile. J'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition. Et pour finir, les éditions de La Baconnière m'ont été... quelqu'un qui la connaissait l'éditrice, m'a permis en fait de lui envoyer un texte. Au départ, elle a refusé le manuscrit. Et finalement, bah, quelques mois après, elle m'a recontactée en me disant, voilà... je l'ai fait lire à quelqu'un d'autre, j'y ai réfléchi, et puis voilà. Et puis ça fait depuis qu'on travaille ensemble. On a travaillé ensemble pour les 3 livres. Et je me sens hyper chanceuse d'avoir trouvé une éditrice finalement. Alors ça n'a pas été facile. On a dû un petit peu elle débutait en fait sa maison d'édition. Moi, j'étais primo-romancière, et on a des attentes chacune. On n'a pas idée de ce qu'est vraiment la réalité. Et du coup, il nous a fallu un moment pour se faire confiance et commencer à vraiment travailler ensemble. Et je trouve que, là, je sais que le prochain qui arrive au bout, et ben, ce sera publié avec elle. Et c'est vrai que c'est pour moi qui travaille quand même finalement, j'ai vraiment, d'un livre à l'autre, il y a quand même quelque chose qui se poursuit, même si c'est toujours des histoires différentes, mais j'ai l'impression que mes thématiques, il y a toujours un fil, il y a quelque chose qui se suit, et d'avoir du coup un éditeur qui a envie de suivre ça, et c'est vraiment sa volonté, et qui aussi et qui du coup connaît vraiment mon travail, et qui peut me dire non mais là... il me semble que tu as déjà dit ça dans le livre 2, ça va pas. Donc, il peut être aussi très sincère comme ça, et vraiment travailler pour le bien du texte. Je trouve que je me verrais pas du tout changer. Tant qu'elle veut me publier, je reste aux éditions de La Baconnière. Puisqu'on parle de maison d'édition, comment avez-vous trouvé cette couverture qui est très belle? Nous avons dans la grille d'évaluation également à dire un mot à propos de la couverture. Elle est exceptionnelle. Alors, oui, puisqu'on parle de livres, normalement, tout ce qui est couverture, que vous sachiez, parce que moi, je ne savais pas avant, tout ce qui est couverture et 4e de couverture, l'auteur n'a rien à dire. C'est vraiment l'éditeur qui décide, en fait, de la couverture et de la 4e, parce que ça suit la ligne éditoriale, donc c'est logique. Et puis, c'est vrai que l'auteur, généralement, il va des fois avoir peu de distance, pour dire ça clairement, pour pouvoir dire... Et du coup, les 2 premières couvertures ont été choisies vraiment par mon éditrice. Je les trouve très, très bien. Et puis pour celui-là, je ne sais pas pourquoi, elle m'a demandé si j'avais une idée de couverture, mais j'étais presque étonnée qu'elle me demande, puisque normalement, elle ne demande pas. Et en fait, ça, c'est un cyanotype. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un cyanotype. C'est un procédé photographique qui marche avec la lumière. Donc, on pose vraiment...
un papier recouvert d'un produit comme ça photosensible. On pose des objets dessus et ça fait l'empreinte. Et ça a été un cyanotype d'une femme qui s'appelle Anna Atkins, qui a été une biologiste et qui a été la première femme qui a utilisé ce procédé photographique pour faire un livre de botanique. Donc on trouvait déjà hyper beau, et puis en plus on trouvait que c'était un travail aussi artistique. Si je peux intervenir, parce que je connais bien la maison d'édition, ne pensez pas que c'est une petite maison d'édition. C'est une petite maison d'édition comme structure, mais c'est une maison d'édition très ancienne, 1837, quelque chose comme ça. Et quand Raluca parle de l'éditrice, c'est en fait une jeune éditrice, Laurence Gudin, qui effectivement fait des couvertures, enfin c'est son mari, je crois, qui les choisit, qui les travaille, qui sont toujours des couvertures très simples. Ce ne sont pas des couvertures très fleuries, regardez la différence avec l'éditeur roumain. Mais lui, il a pensé que c'était comme ça, il voyait les choses comme ça et pas autrement. C'est à peu près tout ce que je voulais dire, et aussi que c'est très très dur de trouver un éditeur normalement, et que, n'est-ce pas? Oui. Et qu'elle a eu quand même un peu de chance, sinon pas beaucoup de chance, parce que les éditions La Baconnière sont très très bien vues dans le milieu éditorial, dans le milieu littéraire. Elle publie non seulement des romans, mais aussi beaucoup d'essais de littérature, d'anthropologie. Si vous avez envie et si vous êtes curieux, et cherchez un peu sur Internet, vous verrez. Moi, je l'aime beaucoup parce que j'ai travaillé pour d'autres projets dans l'autre sens avec elle. C'est tout ce que je voulais dire. Donc, on est arrivé à Inflorescence. Il s'agit donc d'une architecture construite par la voix des 4 femmes. Et pour voir un peu la tonalité de ces 4 femmes, j'invite les représentantes de chaque jury, des 4 jurys, pour nous lire un extrait. Il s'agit d'Aloïse, Amalia, Viviane et Catherine. Donc, je vous invite ici pour lire quelques lignes et nous imprégner de la tonalité de cette... Je crois que c'est bon. Est-ce qu'on peut se mettre là et... Tu peux venir? On se met au milieu? Je peux dire. Ouais, je suis venue. Aloïse. Oui, alors. Aloïse, Jura, 1923. À cause des cheveux courts, elle avait pensé que c'était un garçon. Mais plus que la couleur, la texture de la peau lui disait que c'était une fille. Elle ressentit alors une nécessité, quelque chose qui se nourrissait de tant d'éléments disparates qu'elle ne put les démêler tous distinctement. Elle pensa à une inflorescence, un petit élément indissociable d'un tout et nécessaire à l'enchevêtrement de l'ensemble. Elle associa la présence de cet enfant à la présence du rosier. Et à ce moment, elle décida de garder les deux. Il fallait évidemment de la taille et du façonnage, mais il était possible de les faire accéder à la beauté. Amalia, Seine-et-Marne, 1967. Pourquoi tu aimes tellement ces fleurs? Lui demanda sa petite fille. J'ai créé 3 jardins dans ma vie jusqu'à maintenant. Du premier, lorsqu'il fut détruit, je n'ai pu sauver que 6 rhizomes d'iris. Pourquoi il a été détruit? Aloïse s'assombrit. La guerre, ma petite, entre autres, dit-elle d'un souffle. Elle agita sa jambe, rongée de fourmillements. Mais j'ai toujours reconstruit un jardin. J'ai toujours planté pour faire repousser la beauté. Parce que tu comprends, Catherine, un jardin est la mémoire de la beauté. Viviane, Genève, 2008. Je suis surprise de voir que le jardin change chaque semaine. Il n'est jamais totalement pareil ni totalement différent. Il n'y a aucun mouvement brusque. C'est une continuelle métamorphose. Des fleurs bourgeonnent
s'épanouissent et lorsqu'elles ont perdu leurs pétales, mon beau-père coupe sans attendre les tiges et les débarrasse comme si elles n'avaient jamais existé. D'autres tiges vertes et fraîches prennent le relais, comblent perpétuellement le vide. Au final, c'est difficilement imaginable le nombre d'espèces qui peuvent cohabiter sur une si petite parcelle. Il n'y a aucun espace inutilisé. Tout est rempli, tout regorge, tout s'entremêle dans un chaos parfaitement maîtrisé. Je contemple ce que me montre François. Je me glisse dans son émerveillement pour m'emplir les yeux de pétales gras, des pistils transpirants de pollen, des feuilles, de tiges, des verts par paquet, mais aussi des rouges, des roses, des bleus, des jaunes, et puis les odeurs. Je ferme les yeux pour uniquement sentir. Catherine, Patagonie 2007. Bien sûr que la nature n'a pas besoin d'elle. Elle travaille comme une dingue à réparer uniquement ce qui a été abîmé par son espèce qui s'accase sans répit. Compenser un peu en replantant encore et encore. Remettre la villa où elle a été arrachée, combler les trous. Elle pense à Aloïse, sa grand-mère indissociable de son jardin tant aimé. Elle s'était réfugiée chez elle durant des mois lorsqu'elle était adolescente, la suivant dans son jardin, l'observant tailler, arracher, cercler. Parant à ses plantes plus qu'à quiconque, se désintéressant un peu trop de l'adolescente qui cherchait désespérément à se raccrocher à un modèle. Aloïse non plus ne savait pas très bien se comporter avec les autres. C'était le jardin qui cause à ma place, c'est lui qui raconte mon histoire, lui avait-elle dit un jour. Alors, si je peux me permettre une petite question qui n'a pas été encore abordée, je pense qu'à travers les lectures, on a vraiment perçu, et c'est frappant quand on lit le livre, le lien extrêmement étroit avec la thématique de la nature, bien sûr. Dans les 2 autres livres que vous avez écrits, L'inondation et Sol, même si personnellement je ne les ai pas encore lus, on voit aussi déjà la présence de la nature. Et je pense qu'on a tous et toutes été frappés par l'exactitude, le détail de toutes ces informations. Et on s'est un peu posé la question, mais d'où tirez-vous en fait toutes ces ressources, toutes ces connaissances vraiment très spécifiques sur la faune et la flore? Et quel est aussi votre objectif, qu'est-ce que vous, en mettant en valeur la nature dans vos œuvres, qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous essayez de transmettre ou de produire? Deux questions. Oui, deux désolée. questions. Non, pas de souci. Déjà, par rapport à la nature, j'ai très vite décidé, comme un postulat, comme ça, une volonté consciente, de me dire je veux laisser dans mes pages de la place à la nature, aux plantes. Comme un peu dans une idée où je sais que j'avais été vraiment frappée quand j'avais vu une conférence qui était justement sur la communication entre les plantes. Voilà, on a peu de connaissances, mais voilà. Et le conférencier montrait une image qui était une forêt, voilà, donc c'était vraiment du vert partout. Et il y avait une petite grenouille dans cette image qui prenait vraiment voilà, un tout petit bout de voilà. Et il demandait aux gens, qu'est-ce que vous voyez? Et évidemment, tout le monde disait la grenouille. Voilà. Et en fait, cette grenouille minuscule était au milieu d'une trentaine, voire une quarantaine d'espèces de plantes différentes, parce que c'était une jungle. Mais c'est vrai que notre œil est beaucoup plus habitué à voir vraiment d'abord ce batracien. Ensuite, on va donc même si on marche en ville, on va d'abord être voilà, attiré, c'est obligatoire par des choses qui nous ressemblent plus. Et que c'est finalement une question d'habituer aussi l'œil à regarder, d'être dans l'attention de cette nature et d'être dans l'attention de ces plantes. Et du coup, je me suis dit, mais voilà, j'ai envie, parce que moi, j'ai envie de porter cette attention. Et je travaille mon œil toujours, quand je me promène, essayer de regarder d'abord les arbres. Et puis voilà, puis c'est vrai que l'œil se travaille, c'est comme un... Et du coup, et puis c'est vrai que finalement, elles arrivent de plus en plus dans mes pages. Et c'est vrai que mes 3 livres se sont aussi construits dans une... Le premier, l'inondation, c'était
c'était vraiment une inondation. Ça, c'était mon premier livre. J'ai l'impression que j'ai absolument rien maîtrisé. Ça m'a coulé, ça m'a échappé ce livre comme ça. Et c'était vraiment l'image d'un étang comme ça dans lequel où j'avais mis les mains, j'avais fait sortir les choses, et puis ça m'avait un petit peu complètement dépassé, voilà. Et du coup, après cette expérience, le deuxième, en plus ça parlait de mes origines, donc je me suis dit là, solide, construis quelque chose, un sol, donc là j'ai vraiment, donc j'ai fait une structure extrêmement solide qui reprend finalement les 4 matières qu'il y a partout sur Terre, de l'argile, du sable, du calcaire et de l'humus. Donc chaque partie du livre est un de ces éléments pour vraiment construire un sol très solide comme ça. J'avais besoin de me rassurer pour le deuxième. Et ce troisième, finalement, je me suis dit, bon, ok, maintenant que tu as fait un peu ton sol, on va voir qu'est-ce qui pousse dans ce sol. Donc j'ai vraiment construit chaque livre en partant du sol. Et pour ce livre, par rapport aux informations, j'ai eu la chance de gagner une bourse qui m'a permis pour la première fois de ma vie de prendre une année sans solde de mon travail, parce que à côté je suis enseignante pour gagner ma vie. Et du coup je suis partie en Argentine justement 4 mois dans le but, c'était choisi pour pouvoir suivre. J'ai rencontré des personnes qui travaillent dans la reforestation, qui avaient ces connaissances sur les arbres, et du coup donc ce voyage avait été fait, et c'est la première fois aussi j'ai pu partir en voyage pour les besoins de mon livre. J'ai trouvé que c'était absolument incroyable comme chose, quel luxe. Donc donc ces informations étaient comme ça. Et puis c'est vrai que j'ai eu aussi des résidences. Donc j'ai consacré beaucoup de temps pour ce livre en fait finalement. Et du coup ce qui est génial un livre, c'est que évidemment c'est tout des connaissances que je n'ai pas. Donc je pars, je sais rien et je me dis, bon, par exemple, les iris, au départ, c'était censé avoir une grande place. Donc, j'ai rencontré des gens, des spécialistes d'iris. Je me suis passionnée pour l'hybridation des iris. J'ai dit, oh, ça, c'était fabuleux comme truc. J'ai écrit. Et puis, finalement, en fait, il y a 3 lignes, parce que ça n'a pas du tout eu sa place. Mais moi, du coup, parce que c'est vrai que l'écriture, c'est un travail solitaire. On est chez soi pendant 8 heures, pendant des semaines, en pyjama à écrire. Donc, de pouvoir d'un coup s'ouvrir au monde et de rencontrer des gens qui savent des choses et qui vont nous les transmettre pour qu'on puisse les utiliser dans un livre, c'est génial. C'est vraiment... Et c'est vrai que c'est toujours assez étrange parce que finalement, on part, on sait rien, et puis on découvre... Parce que d'un coup, l'histoire, elle prend des ramifications où on doit commencer à intégrer ces connaissances pour pouvoir doter nos personnages de ces connaissances-là. Donc finalement, c'est au fur et à mesure qu'on apprend, qu'on emmagasine. Donc je ne suis pas du tout une botaniste et je ne me prétends pas du tout une botaniste. Mais pour les besoins d'un coup de ce livre-là, je vais faire appel à des spécialistes et puis discuter. Donc c'est vrai que... Et puis celui-là, peut-être, ça a été le plus. Il y a eu un grand travail de recherche dans différents domaines. Et puis l'exemple des iris, c'était un exemple assez marquant parce que finalement, mais ça est pour beaucoup de choses comme ça. Donc j'ai dû faire beaucoup de trucs pour que des fois, ça ressorte que trois phrases. Quoi. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ma dernière intervention vise justement sur la traductrice, parce que c'est un travail très difficile sur l'écriture. Donc, Florica Curiol, traductrice de Raluca Antonescu, mais d'autres écrivains encore. Elle est docteure en littérature comparée de l'Université Lumière de Lyon. Elle a enseigné à Lyon 3 à l'École normale supérieure. Voilà, donc la question était justement liée, on s'est posé en lisant, comment traduire, comment trouver l'équivalence de toute cette botanique qui fleurit devant nous. Oui, pardon. Oui. Je ne savais pas que vous alliez m'introduire comme ça de façon si cérémonieuse et si officielle. Moi, je voulais, parler de la nature, justement, qui est très belle. Moi, j'adore la nature. Bon, j'ai un prénom aussi qui s'y prête bien, Florica, ces petites fleurs en roumain, bref. Non, mais c'est pas pour ça.
J'ai beaucoup aimé le livre qui est très, très, très bien construit, extrêmement bien construit. Félicitations encore une fois. Chaque personnage est bien cadré. On va le retrouver parce qu'on le laisse, on passe à un autre, mais on le retrouve tout de suite. Et ce qui est formidable, c'est que la nature, moi je trouvais qu'elle sert presque de code au personnage. Et je pense notamment à cette scène précise où Catherine parle de son amour pour Andras, qui lui court un peu après. Elle est assez farouche, si vous vous rappelez. Elle est en Patagonie, et quand ils sont très jeunes. Et un jour, il se pointe à côté d'elle et elle ne sait pas trop que lui dire, comment réagir. Et puis, comme elle était en train de découvrir une plante, elle se met à lui parler de cette plante. En fait, elle a découvert à la racine d'une... aide-moi. D'une... Bardane, oui, voilà, une bardane. Et elle trouve 2 plantes. Non, c'est pas ça que je cherche. C'est la grande plante. La grande plante cultivée à sa racine. La rhubarbe, oui, voilà. La rhubarbe, que je n'aime pas ailleurs. Bon, bref, à sa racine pousse une autre plante qui lui ressemble beaucoup. La bardane, qui fait semblant d'être comme elle. Voilà. Et là, je peux répondre à votre question. Mais moi, je trouvais... Et donc, Catherine parle à Andreas et lui explique très bien, voilà ce que j'ai trouvé. Et en fait, elle lui dévoile un petit mystère. Je vais être courte. Je vois qu'on regarde l'heure. Et donc, pour répondre à votre question, bien sûr que Bardane est la femme que je cherche dans les dictionnaires. Bon, il y a certains termes que je connais par cœur puisque je suis bilingue. Enfin, j'ai la prétention d'être bilingue. Et c'était brusture en roumain. Mais j'ai eu des problèmes pour des plantes. Et aux futurs traducteurs, attention, je dis ça, je m'adresse à eux. Pour des plantes, pour des arbres, pour des oiseaux qui n'existent pas dans le pays dont vous traduisez la langue, vers lequel vous traduisez, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors moi, je cherche sur Internet le terme scientifique. Et à partir du terme scientifique, je découvre le terme populaire, mais ce n'est pas toujours évident. Ou alors, on donne une note en bas de page. J'ai donné très peu de notes, juste pour le dernier, pour les oiseaux là, qui parlent dans la serre, parce que je ne savais pas comment les appeler en roumain, donc j'ai gardé le terme. Oui, donc il y a certains problèmes. Par contre, il y a des problèmes aussi quand on traduit pour les titres. On va les garder, on va les transformer. Chez elle, ça allait de soi. C'était clair comme l'eau de roche que inflorescence devait être inflorescence et rien d'autre. Parce qu'il y a des éditeurs, par exemple, il y a 3 ans, j'ai publié un roman, j'ai traduit vers le français, qui en roumain s'appelait Kazemata. Vous avez tous compris, Kazmat. Et l'éditeur français m'a dit « Oh non, c'est terrible, ça, on pense à la guerre ». Et il m'a proposé un autre nom. Ça se passait dans le delta du Danube, je voyais des nénuphars, j'aurais voulu quelque chose de plus attrayant. Vous savez ce qu'il a choisi comme titre? Les plus anciens parmi vous, peut-être l'ont eu sous les yeux, puisque je l'ai envoyé aussi en lecture. Le titre de Kazemata a donné en français « La femme qui a mangé les lèvres de mon père ». Et je dis non, c'est pas possible. Et l'éditeur m'a dit, mais si, Florica, puisque c'est dans votre traduction, c'est une des répliques d'un des personnages. Et donc voilà, on peut choisir des choses comme ça. Évidemment, ça faisait plus attirant. C'était tout d'organe, un jeune auteur. Et je suis inépuisable sur les problèmes de la traduction, mais je m'arrête pas. S'il faut revenir, je reviendrai. Merci encore à Raluca d'être là. Et toutes mes félicitations, je n'arrêterai pas de la féliciter parce que, pas tant pour le prix, c'est bien aussi d'avoir des prix, ça sort de l'anonymat, mais pour son écriture, elle est formidable. Alors, si à 19h il faut s'arrêter ici, il y a soit le choix de faire l'exercice d'écriture, soit poser des questions de la part du public. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas eu le temps d'analyser ensemble avec l'écrivaine. Donc,
Qu'est-ce qu'on préfère? Si je peux... Oui, voilà, c'est une question. Voilà. On doit profiter de sa présence. Oui. Est-ce qu'il y a un micro qui peut circuler dans le public? Est-ce que je peux juste... Ouais. Vous avez couru. Ne vous inquiétez pas. Ça me gêne pas si vous voulez parler de l'heure. Très bien. Nous avons parlé que le roman c'est bien documenté et je me demandais combien de temps est-ce que vous avez passé de documenter et d'écrire ce roman en total. Mes 3 livres, bon, pas le premier, non, mais le 2e et le 3e livre, je les ai écrits en 3 ans. On va dire, de l'idée, puis ça commence et je cherche et je prends des mauvaises directions et je commence à emmagasiner des choses. 3 ans, il me faut. Là, j'ai fini un autre, mais qui est un livre jeune adulte, qui est du coup quelque chose de beaucoup plus gros, et ça, j'ai mis 4 ans et demi pour le faire. Celui-là, le nouveau adulte, il est beaucoup plus rapide. J'ai l'impression qu'en 6 mois, j'ai presque fini. Mais voilà, là, en tout cas, ces livres-là, c'était 3 ans. Et finalement, j'écris dès le départ des choses. Et que du coup, évidemment, je dois retravailler, puisqu'en 3 ans, l'écriture et même finalement, comment dire, c'est comme... Je trouve le plus important et le plus difficile, c'est de trouver vraiment la voix du personnage. Oui. Voilà. Et puis, parce que finalement, et puis des fois, c'est une évidence, voilà. Et des fois, j'ai l'impression que je dois vraiment... et puis, la voix du personnage, c'est vraiment me mettre moi de côté, parce que moi, j'ai envie de dire des trucs, j'aimerais, voilà, traiter de ça et ça et ça. Et puis, le personnage, des fois, c'est pas ça. Pour être juste, et je dis pas qu'un personnage, évidemment, a des contradictions, donc on peut en faire beaucoup de choses, mais il a sa voix. Et puis, quand moi, d'un coup, j'essaye de lui faire porter ce que moi, en fait, en tant que Raluca, j'ai envie de dire, ça sonne faux et ça joue pas du tout. Et ça, c'est, je trouve, où je dois être le plus... très concentrée, puis pour essayer d'avoir trouvé cette voix. Et du coup, cette voix va avec une écriture. Mes 4 personnages ne sont pas complètement écrits de la même façon, puisque même si Aloïse je ne vais pas utiliser un langage enfantin, même si c'est une enfant, mais la façon en fait dont elle a de parler et puis même de regarder. Donc quand j'écris sur elle, sa voix, elle va dans l'écriture. J'ai l'impression elle se colle. Et ça, c'est et c'est ça le plus compliqué. Enfin, ou en tout cas où je suis moi la plus attentive. Et je me dis que j'ai fini et que j'ai fait mon travail quand je me dis, OK, j'ai respecté sa voix. Moi, j'aurais une question par rapport à cette structure dont vous avez parlé aussi, avec ces 4 personnages et ces différents lieux qui se retrouvent, qui se chevauchent. Et donc, est-ce que vous avez été inspiré par un autre livre, ou est-ce que c'est pas en contradiction, mais est-ce que cette thématique des générations vous touche personnellement? Voilà. Je pense que oui. Enfin, je pense qu'on est obligatoirement... De toute façon, tous les écrivaines vous le disent, quand on écrit, on lit beaucoup, parce que c'est vraiment comme ça qu'on avance, qu'on se nourrit. Donc évidemment, je pense que je suis influencée par ce que je lis, évidemment. On se nourrit, mais là, il n'y a pas quelque chose de spécifique que j'ai pas vu, parce que finalement, j'ai une façon de procéder où j'ai rarement l'idée dès le départ. J'aimerais bien, mais ça marche pas comme ça. Et puis, ça vient vraiment... Et puis, j'ai vraiment une construction qui est... Et puis, pour ce livre, c'était vraiment comme un rhizome. C'était même pas une arborescence, c'était plutôt un fonctionnement rhizomique. C'est-à-dire qu'un rhizome va pousser dans n'importe quelle direction, voilà.
avec un corps au départ, mais il va pouvoir pousser, voilà, une arborescence, c'est quelque chose qui pousse de cette façon-là, tandis que là, ça va... donc, je crois que tu es botaniste et tu dis que non. Non, mais pas du tout. Mais du coup, et puis c'est comme ça que ça s'est construit, parce qu'au départ, je voulais faire 2 voix, une mère et une fille, et j'avais l'idée, ce qui était vraiment le centre au départ, c'était l'idée d'un empoisonnement. Donc je voulais à la fois un empoisonnement de l'environnement, et à la fois l'empoisonnement dans une famille. Ce que moi je dis empoisonnement, c'est vraiment le non-dit. Donc un petit peu ces secrets de famille et ce non-dit qui se transmet des fois d'une génération à l'autre et qui empoisonne des lignées entières et voilà, de tout ce qui ne peut pas être dit et qui finit par voilà, comme un poison. J'avais vraiment cette vision que ça, et je voulais le mettre en parallèle avec un vrai empoisonnement voilà, du sol. Et puis cette idée du gouffre, finalement, qui est quand même, qui est quand même très central, qui a donné cette idée d'empoisonnement. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Donc, je reviens à votre question, pardon. Mais, donc au départ, j'avais 2 voix, et finalement, ça a grossi, parce qu'il y a eu ces autres femmes qui sont venues. Et puis, dans cette idée de lignée, parce qu'aussi, quand justement, cet empoisonnement sur plusieurs générations, pardon, j'avais besoin du coup d'avoir plusieurs générations, et j'avais envie aussi... j'ai aussi vu dans ma famille, comme je suis toujours étonnée j'ai très peu vécu avec ma grand-mère, mais d'un coup je vais avoir des expressions comme elle, ou d'un coup je vais reproduire quelque chose qui lui appartient, et je me dis toujours, mais voilà, d'où ça vient, ces liens comme ça avec les ancêtres, avec ces générations qu'on a des fois peu connues, et puis je travaille beaucoup dans mes livres justement sur l'héritage, notre héritage qu'on a, qui est à la fois conscient mais inconscient, tout cet héritage inconscient qu'on reçoit des générations précédentes, et comment on se construit avec ça. Donc comment on fait avec cette donne qu'on reçoit malgré nous, et que voilà, des fois ça nous encombre, et les choses qu'on se crée nous-mêmes. Et j'ai l'impression que je mets souvent en avant justement des personnages qui s'émancipent, des personnages d'émancipation, parce que j'aime bien pouvoir voilà, mettre en lumière voilà, tout ce qu'on a, puis après comment on peut de ça en faire nous-mêmes quelque chose qui nous appartienne. Donc je pense que ça s'est vraiment construit au fur et à mesure. J'avais 2 voix, puis après il y a une 3e voix, puis après il y a une 4e, j'ai dit bon stop, maintenant 4. Puis après il y a eu le gouffre qui était vraiment cette 5e voix qui liait et qui était vraiment ce poison, et qui est une histoire vraie. Donc le gouffre est vraiment... c'est quelque chose que j'ai découvert par hasard, et qui du coup était vraiment l'image que j'avais envie de mettre par rapport à cet empoisonnement. J'avais vraiment cette idée d'empoisonnement, mais je ne trouvais pas la bonne chose de laquelle je puisse m'emparer. Mais c'est ça aussi des fois, en fait. C'est que des fois, on a une envie, on a une idée, mais on ne trouve pas, pour moi en tout cas, des fois il me faut un moment pour trouver qu'est-ce qui peut vraiment l'imager, et de laquelle je puisse m'emparer, moi, pour me l'approprier et pour que ça porte la chose. Donc ça aussi, ça peut prendre du temps. Donc j'avais déjà bien commencé à écrire au moment où j'ai découvert le gouffre. Donc voilà, il n'y a pas de j'ai pas de règles pour il y a une autre question. Oui, allez-y. Et du coup, à quel personnage du livre vous vous identifiez le plus? Bon. Du moins, est-ce que, voilà, par rapport à votre personnalité, voilà, quel personnage parle voilà, de vous, comme ça? Alors, c'est rigolo, les personnages, parce que je suis toujours... je me défends toujours de faire de la fiction, et je dis, moi, je fais de la fiction, je crée des personnages. Et après, c'est marrant, parce que si on daigne critiquer un personnage, par exemple, oui, mais Amalia, elle est un peu folle, avec ça... Ça me... Je me dis, mais... C'est mon enfant. Donc, voilà, j'ai l'impression que donc, ça me heurte. Donc je pense que je suis très... Enfin, chaque personnage... m'appartient, pour reprendre là. Donc voilà, et tous viennent bien évidemment de moi. Donc c'est toujours
finalement, là, il y en a 4, donc je pense que pour les 4, je prends quelque chose qui est chez moi et que je pousse très loin, que je fais prendre plein de détours, donc évidemment, ça s'est éloigné très, 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 très loin. Par contre, ce que je pourrais vous dire, peut-être c'est le personnage que je préfère, c'est Catherine. Je trouve que c'est la plus... Enfin, ouais, je l'aime bien. Elle fait... En plus, bon, elle se trompe, elle est pas du tout... C'est pas du tout... C'est de loin pas un personnage sympa ni parfait. Mais je trouve qu'elle garde, finalement... je la... Moi, je suis pas du tout comme ça. Je suis beaucoup plus... Je suis pas... Mais je l'admire parce que je trouve elle garde... Elle est droite dans ses bottes. Voilà. Et j'avais envie... Voilà. Donc, c'est plutôt... Voilà, ce serait peut-être le personnage qui me plaît le plus, mais que j'aimerais bien être comme ça, mais je suis pas comme ça. Bonsoir, je suis très ravie de vous rencontrer et c'est moi, je suis là. Ah pardon, excusez-moi. Moi, ce qui m'a touchée dans votre écriture, c'est cette question de transmission transgénérationnelle. Vous l'expliquez parfaitement, cette écriture qui n'est pas linéaire et vous le dites aussi rhizomique. J'avais 2 petites questions. J'étais curieuse de savoir si, pour votre prochain projet, vous alliez éventuellement ne pas travailler la terre, mais travailler un autre élément. Ma deuxième question serait de savoir combien votre création visuelle ou votre création artistique qui n'est pas graphique, en fait c'est pas la littérature, comment votre imaginaire visuel a influencé votre écriture, d'une manière directe peut-être ou inconsciente. Donc déjà deuxième question. Voilà, j'ai fait une formation d'art plastique. J'ai étudié, j'ai fait de la photo. Après, j'ai travaillé dans l'audiovisuel, donc j'ai filmé, j'ai fait du montage. Donc j'étais vraiment dans l'image et j'ai l'impression que, alors on m'a dit, ça c'est difficile pour moi de le dire, mais on m'a dit que j'avais une écriture très visuelle. Mais je ne sais pas comment ça se fait, parce que peut-être que simplement du fait que j'ai tellement longtemps créé et imaginé en images, mais en même temps c'est étrange parce que quand j'écris, j'ai pas une vision. Par exemple, les descriptions, c'est très compliqué pour moi, parce que je les vois pas, les choses. Je dois mettre longtemps pour... je vais être plus dans une incarnation du personnage et avec ses sensations, donc quelque chose de très sensoriel pour appréhender l'environnement. Donc c'est pas, quand j'écris, c'est pas des images qui me viennent finalement, c'est plutôt des sensations. Et j'essaye de transformer ces sensations dans quelque chose d'écrit, donc quelque chose après qui devient visuel. Mais du coup, je sais pas comment vous répondre parce que voilà, ça se fait comme ça. Je sais pas du coup comment ça match. Et puis sinon, la première question, c'était... Est-ce que dans votre prochain sujet... Oui. Ah bah la merde. Oui, merci. Alors, Alors, le prochain, il y a un lac qui est là tout le temps, le lac. Donc, mais en fait, j'ai aussi réalisé que le lac et le parc, d'ailleurs, j'ai même dédié, parce que en fait, pourquoi j'ai dédié le livre? Parce que j'ai réalisé que j'avais pas mis de lac dans l'inflorescence. Donc, je suis arrivée à la fin, et j'ai dit, oh, le lac, je l'ai pas mis, il va se vexer. Donc, j'ai dit, bon, il faut que je mette le lac. Mais là, du coup, il y a un... Non, c'est vrai, c'est même pas une blague. Mais donc là, il y a un lac, et ça se passe sur une île. Et du coup, donc, il y a beaucoup d'eau, il pleut tout le temps. Et voilà, c'est un hôtel de luxe sur une île qui... Voilà, ça fait un peu... voilà, un monde un peu perdu, comme ça. Mais quel élément... Mais j'ai pas l'impression que je me dis vraiment que... C'est plutôt comme je pars du sol, mais c'est vrai que... Ce livre-là, je ne sais pas, c'est le lac qui était là. C'est ce lac et cet hôtel. Et comme un dialogue entre les deux. Mais c'est peut-être la première fois où je ne pars pas du sol. En plus, c'est une île, donc c'est plutôt un morceau de terre perdu au milieu de l'eau. Et donc voilà. Reste l'air, tu as utilisé
le liquide. Non, oui, il y a beaucoup de vent. Ouais, il y a beaucoup de vent. Merci, on a juste le temps pour une dernière question. Bonsoir. Donc, c'est Azwin Abdelmajid de l'Université Mohamed V, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines. Je tiens tout d'abord à remercier donc, Geneviève de nous avoir associés à ce beau projet. Ma question est un peu technique par rapport à l'exercice de l'écriture. Quand on est à la fois enseignant de littérature et écrivain, est-ce que parfois donc, une casquette l'emporte sur l'autre, sinon la casquette de l'enseignant-chercheur prend le dessus sur l'autre casquette. Et ma question, donc c'est le fait d'avoir 4 voix qui sont associées à la fois, et à chaque fois il faut donner donc à quelqu'un la primauté donc de prendre la parole, qui m'a fait penser à cette question du moment qu'il y a un vrai travail sur la dimension narratologique du travail. Et donc, est-ce que il y a quelque part donc la casquette de l'enseignant qui glisse et qui s'empare un peu donc du travail de l'écriture? Merci. Alors juste, je suis pas du tout enseignante de littérature, mais pas du tout, et je veux pas. Donc non, je suis enseignante d'art plastique pour les enfants en plus, et mon travail c'est de développer la créativité des enfants. Donc c'est vraiment rien à voir avec l'écriture. Et j'ai eu l'occasion à un moment donné, je me suis évidemment posé la question, est-ce que j'avais envie d'avoir voilà, un travail à côté qui est plus en lien aussi avec l'écriture pour gagner ma vie. Et je me suis très vite rendu compte que non, parce que j'aimerais pas être enfin, déjà l'écriture me prend tellement de temps que si je devais encore passer... j'aurais peur de me lasser peut-être. Et puis j'ai pas envie aussi, voilà, peut-être aussi, j'aimerais pas être dans la théorie littéraire. Parce que je suis dans la création. Et puis pour être dans la création, moi j'ai besoin d'une certaine naïveté, j'ai besoin de me sentir très libre. J'ai pas besoin, il y a déjà suffisamment de voix qui veulent vous empêcher, qui vous disent que vous n'êtes pas légitime, que vous n'êtes pas assez, machin. Donc si en plus je pense que je serais enseignante de littérature, je pense que ça pourrait me freiner et me faire peur, et peut-être ne pas m'enlever un petit peu mais ça c'est vraiment, il y en a beaucoup d'écrivains et écrivaines qui font les deux, qui arrivent très bien, hein, mais ça c'est moi personnellement, et je suis contente d'avoir un travail finalement qui est vraiment dans la création, mais qui n'a rien à voir avec l'écriture. J'ai l'impression que j'ai 2 vies séparées. Et voilà, et ça me nourrit bien, ça me convient bien. Donc du coup, c'est ça finalement, non, ça va pas puisque c'est pas du tout le même. Voilà. Merci. Donc nous arrivons au terme de cet échange, mais qui pourra se poursuivre dans un instant en salle Boris Stark. Je réitère mes remerciements sincères pour votre présence et félicitations appuyées, mais j'ai profité du fait que j'ai le micro, vu que je l'ai pris, on a beaucoup parlé de choses visuelles. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que au moment des lectures, qui étaient particulièrement bien faites et intéressantes, je trouvais qu'il y avait aussi la création d'un paysage sonore. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la dimension plastique, de la dimension visuelle, mais ça m'a frappé aussi au moment des lectures, comme le paysage sonore prenait forme, j'allais dire sous nos yeux, mais plutôt dans nos oreilles. Donc c'est aussi un aspect, je ne sais pas si... Donc la voix, vous dites, la voix des personnages, c'est non, ça? Alors, non, plutôt l'enchaînement, la musicalité de l'écriture. J'ai trouvé que c'était particulièrement frappant lors des belles lectures que nous avons eues tout à l'heure, ce qui me permet de remercier les lectrices. Et... Je ne sais pas, peut-être, j'écris en musique, j'écris en écoutant, j'ai mon casque et j'écoute de la musique, et parfois de la musique en boucle, comme ça. Peut-être c'est ça qui va faire que voilà, peut-être l'écriture est nourrie d'une musicalité. Mais c'est vrai que je peux pas, enfin si je peux écrire sans, mais j'écris vraiment avec de la musique très forte même, et puis qui me fait barrière quelque part à mes pensées qui jouent pas. C'est vrai que j'ai trouvé que c'était frappant. Oui, mais c'est peut-être pour ça en fait, peut-être, oui, peut-être. Ouais, comme s'il y avait un rythme chaque fois quand même. Enfin, en écoutant de la musique, ça me met quand même dans un rythme. Ouais. Très bien. Merci beaucoup. Vous voyez, j'ai triché. J'ai dit que c'était la dernière question et j'en ai profité pour
pour placer ma question. Merci à tous pour votre participation et on se voit tout de suite pour la suite. Merci encore. Alors, il n'est pas fini, mais disons, elle aime